Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH chaque jour en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise. Vous connaissez notre rendez-vous et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, gérer les ingérables. Alors je l'ai repris du titre d'un livre. Un anthropologue du droit est avec nous. Eh bien, il est là aussi pour déminer, on en parlera avec lui, les conflits. On fera le point avec lui dans quelques instants. Smart et réglo, l'activité partielle de longue durée. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Un avocat va nous expliquer comment ça marche. Est-ce que tout ça a été plébiscité par les entreprises? Pas sûr, on fera le point avec lui. La pause café avec Eva Ben Saadi. Vous cherchez un travail, mais attention, ne mentez pas sur votre CV, c'est souvent un jeu à très haut risque. On en parle avec Eva dans quelques instants. Le cercle RH est notre débat quotidien. La place de l'humain, oui, c'est un mot un peu valise, oui, on met l'humain partout. Est-ce que ça fonctionne? Comment on fait pour mettre l'humain au cœur des transformations? On fera le point avec nos experts. Certains ont d'ailleurs écrit un livre sur cette question de l'humain et de la tech. Bah oui, parce qu'on pense que la technologie va tout résoudre. Et puis fenêtre sur l'emploi, Andy Catch, une application sur le mode Happen, trouver un travail version Pokémon Go, le Pokémon Go de l'emploi. Bah oui, il fallait y penser. On en parlera avec son créateur, son fondateur. Il est à la tête d'une jeune start-up. Voilà pour le programme, tout de suite bien dans son job. Et c'est tout de suite. Bien dans son job. On va beaucoup parler de transformation aujourd'hui et de la place de l'humain, mais on est en plein dedans, évidemment, avec notre invité. On va parler de la gestion des conflits en entreprise. Vous allez me dire, c'est un peu classique, ça existait bien avant le Covid, sauf que les choses ont un peu évolué avec le télétravail et avec la façon dont les salariés acceptent ou n'acceptent pas d'ailleurs ces transformations. On en parle avec Jean-Édouard Grézy. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes associé fondateur au cabinet Alternego, ça c'est votre étiquette, mais vous êtes anthropologue du droit. C'est votre formation initiale et ce savoir, cette culture, eh bien évidemment, vous la portez dans l'entreprise. D'abord, anthropologue du droit, c'est quoi et en quoi cette activité d'anthropologue, elle vous aide aujourd'hui à dénouer des conflits? Parce que c'est de ça dont il sera question avec vous. Oui, alors l'anthropologie du droit, c'est la science de la coutume, des usages, de toutes les règles non écrites. C'est le droit avant 1804. Les juristes positivistes considèrent qu'il a un peu disparu, mais pas du tout. On voit bien que les collectifs fonctionnent, que ce soit dans l'entreprise, dans les quartiers, dans tous les pays, selon des règles du jeu qui ne sont pas écrites aussi et qu'il faut savoir comprendre. Et l'approche de l'anthropologie, c'est ce qu'on appelle l'observation participative, c'est-à-dire faire partie d'une expérience, faire partie d'une communauté qu'on observe pour comprendre finalement comment ça fonctionne. Quand on le transpose à l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui viennent sur ce plateau et qui nous disent on n'a plus la machine à café, on n'a plus ces espaces de sociabilité qui sont les petits espaces où on peut discuter, qui fabriquent finalement un droit invisible ou des codes invisibles, tout ça ayant disparu, est-ce que ça peut générer un conflit ou gérer une perte d'équilibre du salarié? Bien sûr. En fait, ces moments informels, on parle aussi d'entreprises organique, c'est le côté vivant de l'entreprise. Et effectivement, la machine à café, symboliquement, c'est la place du village de l'entreprise. Et c'est là que le lien social se crée, c'est là qu'on sait si les gens vont bien, pas bien, que les projets naissent aussi parfois, parce que les idées se percolent et qu'on peut partager ses émotions, ses ras-le-bol, mais aussi ses joies. Et c'est ce qui fait qu'on va bien. C'est le poumon aussi de respiration de l'entreprise. Donc ça, c'était avant. C'était jusqu'au 15 mars, ou 13 mars, puisqu'on a quitté l'entreprise le 13 mars 2020, pour ensuite la perdre définitivement. Parlons télétravail, parce que le télétravail, j'imagine que vos clients vous appellent en disant, voilà, on est parti en full remote, on est parti en 100% télétravail, on a hybridé, ça ne se passe pas bien, les managers ont des difficultés. D'abord, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un diagnostic, vous essayez de comprendre ces liens invisibles, les lieux où ça se passait, où ça ne se passe plus. Comment ça marche? Oui, on fait ce qu'on appelle des diagnostics partagés. C'est-à-dire on va avec les équipes et on les questionne sur ce qui fonctionne, dysfonctionne, qu'est-ce qu'elles veulent voir changer, qu'est-ce qu'elles ne veulent surtout pas voir changer, ce qu'elles veulent voir retrouver. Et on les questionne aussi avec des orientations, effectivement, sur cette informalité dont on parle, qui est parfois ce qu'on pourrait appeler du bon sens paysan, mais sur lesquels on ne met pas toujours les mots, et on réalise quand ça nous manque vraiment. Vous dites le bon sens paysan, c'est-à-dire vous dites à un PDG ou un CEO, mais écoutez, laissez faire cela, ça ne pose aucun problème pour l'entreprise et c'est bon pour vous. Et parfois, il ne s'en est pas rendu compte, par exemple. Bien sûr. Il y a des cas très très simples avec des managers qui vont chronométrer les pauses ou qui vont
interpréter des moments où ils ont l'impression que les gens papotent ou discutent, alors que c'est des moments effectivement où ils travaillent. Cette informalité. C'est un peu caricatural de dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que l'idée que quand on n'est pas à son poste de travail, on ne travaille pas, vous dites que ce n'est pas forcément vrai. Bien sûr. Vous parlez de l'importance d'une saine conflictualité. Qu'est-ce que c'est une saine conflictualité? Quand vous arrivez dans un espace, dans une entreprise, vous êtes quoi, un peu pompier? On dit on va faire venir un anthropologue parce que là on n'y arrive plus? Alors, historiquement, on a été pompier, mais maintenant on est plus en amont des projets. Préventif. Ouais, et des transformations, heureusement. La difficulté, alors la saine conflictualité, j'aime beaucoup une femme qui s'appelle Mary Parker Follett qui disait « Le conflit, c'est comme le frottement de l'archet sur les cordes du violon. C'est comme le frottement des roues du train sur les rails. Sans frottement, il n'y a pas de musique. Sans frottement, il n'y a pas de déplacement. Et tout l'art du management, tout l'art d'une organisation, c'est d'accompagner le frottement pour que la musique soit belle et que le train ne déraille pas. » Et C'est très beau. On est en manque de frottement, très clairement. On parle du télétravail. La difficulté, c'est que ça a été mis en place selon des principes, on va dire, d'égalité entre collaborateurs, et ça génère des inéquités terribles. Parce que vous avez deux extrêmes, si je caricature. Vous avez le collaborateur qui est à sa maison. On a vu au début du télétravail, ça avait jasé, parce qu'il y avait des articles dans Le Monde avec des journalistes qui disaient « je suis à l'île de Ré, c'est formidable, etc. » Et puis de l'autre côté... Le monde merveilleux du télétravail. Le monde merveilleux, effectivement, voilà, presque estival, les vacances. Et puis de l'autre côté, des gens qui sont en studio ou qui viennent d'arriver dans l'entreprise, qui connaissent personne, qui galèrent terriblement pour... Et eux, c'est la solitude qui les guette. Bien sûr. Et ils souffrent terriblement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement, puisque vous me disiez que vous étiez moins pompier et plus dans le préventif, pour éviter le conflit? Parce que c'est aussi un peu ça, vous êtes un démineur, vous expliquez que, attention, si vous faites ça, on va arriver à un conflit. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous inventez? Qu'est-ce que vous dites? Parce que ça passe aussi beaucoup par les mots, j'imagine, pour éviter les conflits. Alors, pour nous, je rejoins aussi Yves Clos qui dit que finalement la qualité de vie au travail est liée à une saine disputation. Donc il ne s'agit pas nécessairement d'éviter, mais d'accepter le conflit comme un débat nécessaire sur la qualité du travail bien fait, la codifié tout de même. Codifié. Alors voilà, après il faut l'accompagner. Et c'est là que moi, c'est là que vous arrivez. C'est là que aussi que je m'inscris c'est très amusant. On est en train de réinventer ce qu'on retrouve dans les sociétés premières. Par exemple, chez les Dogons au Mali, vous avez un conflit, ça fait partie de la vie. Donc étape 1, vous en parlez en face à face. Sauf qu'on voit que dans les entreprises, les gens évitent les sujets, stockent, collectionnent les contrariétés. Et ça pète ensuite. Et ça pète. Moi, j'ai vu une nouvelle expression qui est apparue, c'est le corona bug. Je suis médiateur, je suis intervenu dans des sujets où les gens qui reviennent après le télétravail, ils ont explosé littéralement avec leurs collègues. Ils sont remplis. Voilà, même eux n'ont pas compris ce qui leur arrivait, tellement les émotions les ont submergés et tellement tout est sorti d'un coup. Donc, oser le face-à-face, donc accompagner les gens pour dire les choses, des conversations courageuses, des messages clairs, l'art du feedback. Des études de Gallup montrent que l'engagement, le premier facteur de soutien de l'engagement à distance, c'est le feedback. Évidemment. Voilà. 2, et ça c'est important parce que peu d'entreprises le font, considérer que parfois on n'y arrivera pas. Parce que le conflit, effectivement, c'est un sujet du quotidien, mais ça peut être d'une complexité absolue, c'est systémique, c'est moi dans un collectif, dans une organisation, dans un contexte particulier. Ça ne se règle pas toujours. Comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, chez les Dogons, on a une case dédiée pour gérer les conflits. Ils ont mis des grosses poutres en bois à 1,20 m du sol, comme ça on est obligé de rester assis. On est assis, c'est exact. Si on s'énerve trop fortement, on comprend que l'ouverture d'esprit n'a rien à voir avec la fracture du crâne, si j'ose dire. On se cogne la tête en grimpant. Donc on a déjà convenu préalablement à la naissance des problèmes, à la manière de les résoudre. Et du coup, on va gagner un temps fabuleux. Maintenant, on peut ne pas y arriver malgré tout. Et là, 3e étape, ça devient un sujet RH. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être accompagner quelqu'un qui est en difficulté, peut-être rentrer dans du disciplinaire si quelqu'un a des comportements déviants. A franchi la ligne jaune. Voilà. Et chez les Dogons, comment ça se passe quand on franchit la ligne jaune? C'est l'exclusion, ce qui peut être... On sort du groupe. Alors on peut être sanctionné, mais on peut être... La sanction absolue, c'est l'exclusion de la communauté, ce qui, quand on est dans une forêt hostile, peut être synonyme de mort. Je vous ai vu réagir dans les titres du programme tout à l'heure, puisqu'on fait un débat sur l'humain. Remettre l'humain, c'est un vœu pieux. C'est quoi? C'est de la communication? C'est un mot qu'on utilise comme le mot résilience et ligne de crête. On l'utilise beaucoup, mais on le pratique peu. Comment vous le vivez, vous, ça?
Tout le monde dit remettre l'humain, mais on voit paradoxalement que les solitudes augmentent dans nos sociétés occidentales. Mais oui. Et que ça a même des impacts sur l'espérance de vie qui diminue. Parce qu'on est des êtres sociaux et on a besoin de liens de qualité pour se sentir bien, heureux, faire des projets. D'autant plus dans ce contexte évidemment très particulier. Donc c'est une mauvaise utilisation, c'est un mot qui nous rassure mais qu'on ne pratique pas finalement. Je ne sais plus qui disait, on n'a jamais autant communiqué et aussi peu partagé. Exactement. Donc le partage, ça ne se décrète pas. Ça veut dire remettre des rituels, remettre ce lien effectivement au cœur. Mais j'ai parfois l'impression qu'il faut mettre le sujet dans l'autre sens. On dit qu'il faut remettre l'humain au cœur de l'organisation. Il faut peut-être remettre aussi l'organisation dans le cœur de l'humain. À partir du moment où on a une organisation qui prend soin, qui a une certaine équité de traitement par rapport à ses collaborateurs. Oui, c'est l'injustice qui est souvent la source de conflits. Qui est capable d'offrir la reconnaissance dont on a besoin, de l'autonomie et la confiance qui font qu'on se sent bien. C'est les mots-clés. Voilà, là le lien Faites confiance, donnez-lui les clés, il est capable. C'est ça. Et encouragez-le aussi, puisque l'encouragement c'est un moteur. Je ne veux pas qu'on se quitte avant d'avoir parlé de vos 2 livres, puisque je vous ai volé le titre de votre livre dans le lancement de notre programme. Gérer les ingérables, je trouve que c'est un titre assez intéressant. Finalement, personne n'est ingérable. Non. Tout se gère ou presque. C'est l'éditeur qui a trouvé ce titre, c'est un peu projectif. C'est-à-dire que quand on dit on va faire une formation gérer les conflits, tout le monde dit non, moi j'ai pas de conflits, c'est eux qui ont des conflits avec moi. Oui. Alors quand on dit les ingérables, les gens pensent qu'effectivement ils ont plus d'ingérables autour d'eux, mais dans le livre, effectivement, on travaille sur le premier ingérable, à savoir nous-mêmes, parce qu'effectivement, en situation conflictuelle, on a des réactions stéréotypées qui sont même cognitives dans le cerveau reptilien, qui sont de riposter, fuir ou céder, et qui amplifient les difficultés qu'on rencontre. Évidemment, on s'enfonce. Voilà, du coup, la première question, c'est quelle est ma contribution aux difficultés que je rencontre pour ensuite aller vers l'autre, parce que j'ai besoin de l'autre pour faire la paix. Merci Jean-Édouard Grésy, associé fondateur cabinet Alternego. Ils ne sont plus pompiers, ils viennent de nous le dire, il nous l'a dit, ils sont là en préventif, c'est important, ils n'ont pas une grosse lance avec un casque. Gérer les ingérables, ça c'est aux éditions Sciences Humaines, et puis la médiation au travail, comment réussir, édition de Boc Supérieur. Et puis vous êtes médiateur et conférencier, parce que c'est intéressant de vous entendre sur la longueur aussi, parler de tous ces sujets qui partent des Dogons, qui partent d'une histoire qu'on a oubliée, d'un droit coutumier, et qu'il faut peut-être à qui il faut redonner vie. Merci Jean-Édouard d'être venu sur notre plateau, c'était un vrai plaisir. On revient au droit. Alors c'est le droit écrit là en l'occurrence, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont changé. On va en parler avec un avocat. On parle de l'activité partielle de longue durée. C'est un dispositif qui permettait d'amortir le choc. Est-ce qu'il a fonctionné? On en parle avec lui. C'est Smart et Réglo. Smart et Réglo, une avocate, un avocat, un spécialiste en droit. Là, on a parlé du droit coutumier, on va revenir au droit écrit. C'est vraiment le code, la jurisprudence, la Cour de cassation, tous ces sujets très sérieux. On en parle aujourd'hui avec Sophie Brézin. Bonjour Sophie, avocat associé responsable de la pratique en droit social, cabinet Herbert Smith Free Hills. Hills, vous avez vu, j'ai mis le S. C'est important, on a beaucoup parlé sur ce plateau de l'activité partielle de longue durée à sa création, et beaucoup s'interrogeaient déjà à l'époque sur est-ce que ça va fonctionner. D'abord, c'est quoi l'activité partielle de longue durée, pour nous le dire en mots simples, dans la bouche d'un avocat? Alors en fait, c'est un dispositif qui est pour permettre de faire face à des réductions d'activité. Et une réduction d'activité sur une longue période, donc qui va de 6 mois à 24 mois, mais même sur une période de 36 mois, donc c'est consécutif ou pas consécutif. Et vous, pour faire face à une réduction d'activité de 40%, jusqu'à 40% de votre activité, vous allez avoir une indemnisation pour ces 40%. Donc en fait, une entreprise qui va voir son activité baisser. Par la situation Covid, c'est une évidence simple. Voilà. Elle fait un diagnostic économique sur une période de 6 mois. Elle se projette et elle dit je vais avoir une perte de temps. Alors elle se dit je pense que mon activité, parce que c'est très difficile d'évaluer, parce qu'il faut faire un diagnostic économique qui est accroché et joint, et c'est vraiment un point essentiel à ces documents, soit à l'accord, soit au document unilatéral. Et donc on va faire ce diagnostic économique et on se dit, allez, sur les 2 prochaines années, je pense que, et c'est ça l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'au début, je n'ai pas beaucoup d'activité. Donc quand on vous dit, c'est une réduction d'activité jusqu'à hauteur de 40%, c'est le maximum, mais sur la période de 2 ans. De 2 ans. Donc vous pouvez commencer par exemple avec une activité à 0%.
et vous allez finir avec une activité, et c'est tout le pari, c'est pour le maintien de l'emploi. On est d'accord, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. L'idée, c'est que je ne veux pas, je suis chef d'entreprise ou patron d'un grand groupe, je ne veux pas toucher la masse salariale. Voilà, exactement. Pour des raisons souvent éthiques, mais aussi des raisons stratégiques, c'est que je ne peux pas les faire sortir pour les faire re-rentrer ensuite. Exactement. Ça coûte cher, évidemment, de licencier. C'est des pertes de compétences. L'idée, c'est de passer la période. Donc, il y a quand même une baisse durable d'activité. Mais vous êtes pérenne, c'est-à-dire que vous avez l'espoir. Et normalement, ça va arriver. Parce qu'on est tous en train de se dire que... On pense aux aéroports de Paris, là, voilà. qui sont en situation dramatique. Exactement. Avec une suppression d'emplois de 30 000, si j'ai bien compris le chiffre annoncé par Augustin de Romanet. Je ne suis pas sûr qu'ils aient eu recours à la PLD. Alors, il y en a qui ont recours à la PLD, beaucoup dans l'aéroportuaire. Tout ce qui est alors, vous voyez, par exemple, si vous regardez sur Roissy, il y a 2 terminaux qui sont fermés. Exact. Donc, les gens qui faisaient passer tout ce qui est la sécurité, tout ce qui était des passagers, etc., tous ces gens-là, comment ils travaillent? Donc, il y a bien une baisse d'activité aujourd'hui, et donc, ils se signent des accords d'APLD, qui est de se dire, OK, aujourd'hui, je travaille très peu, un petit peu pendant les vacances, parce qu'il y a une petite reprise, mais elle est très faible. Très légère, ouais. Voilà, exactement. Mais on se dit que quand même, en juin, il y a l'espoir que ça revienne un peu. Et donc, aujourd'hui, vous avez une vraie baisse d'activité, mais avec l'espoir, et vous allez rattraper. Maître, la réduction maximale de l'horaire de travail. Je suis salarié, mon entreprise a signé un accord, nous sommes bien d'accord, c'est un accord qui doit être validé par les partenaires sociaux. Voilà. Hein, c'est un travail. Et validé par la directe. Hein. Tout ça est validé par l'administration, il faut être précis. Exactement. La directe qui est gérée par la préfecture, enfin, c'est les services préfectoraux de la directe. Voilà. Une fois que c'est fait, on est d'accord. Je travaille 8 heures, on me dit tu viens travailler que 2 heures, on m'appelle la veille pour le lendemain. Comment ça marche? Alors, il y a des plannings quand même qui essayent de se faire et de se mettre en place. Ah oui, sinon c'est compliqué. Voilà, sinon c'est compliqué. Donc il y a des plannings qui se mettent en place. Vous avez en effet le droit à une réduction maximale de 40%. Donc, par exemple, sur une semaine, par exemple, vous allez avoir 3 jours de travail. Il y en a qui vont préférer 3 jours de travail et 2 jours d'arrêt. Il y en a qui vont préférer, au contraire, lisser en réduisant tous les jours. Je viens que 2 heures par jour, mais je suis sur le mois. Voilà. Donc, il peut y avoir... Ça c'est vraiment libre au plus près, je trouve, des entreprises. Et salaire maintenu? Et alors, les salaires maintenus pour l'activité, quand vous travaillez vos 60% d'activité, c'est votre salaire normal. En revanche, la partie qui est ce qu'on appelle chômée, on revient sur les dispositifs d'activité partielle. C'est bien pour ça que c'est une activité partielle de longue durée. C'est-à-dire que quand vous travaillez 3 jours, vous êtes rémunéré pendant ces 3 jours. Et quand vous allez ces 2 jours où vous ne travaillez pas et qui sont chômés, là, vous allez rentrer dans le dispositif d'activité partielle où vous allez être indemnisé à hauteur de 70%. Par l'assurance chômage? Par le service, le service qui était de l'activité partielle. Donc vous allez avoir l'indemnisation. Enfin, l'entreprise va. On est gagnant ou pas? Vous allez être indemnisé, excusez-moi. L'entreprise va vous verser 70% et elle va récupérer de l'État une allocation. C'est ce qu'on appelle le reste à charge. Vous en avez dû qu'elle donne aux salariés. Exactement. Donc il y a le maintien à 70% du salaire pour le salarié et l'entreprise reçoit ce qu'on appelle une allocation de 60%. Ouais, vous allez chercher derrière. Hein. Elle va le chercher. Derrière. Voilà. Et elle la ramène devant. C'est important. Ça a marché ou pas? Vous oui. qui avez... Est-ce que ce dispositif a été plébiscité? Il y avait un doute au départ. Oui, il y a beaucoup d'accords qui sont conclus. On dit qu'il y a plus de 300 000 salariés qui sont visés par des accords APLD. Ce qui, vraiment, alors, au début, il y a eu... parce qu'il y avait des temps différents dans la PLD, parce que le gouvernement a incité au début pour les conclure très vite. Puis après, il s'est rendu compte qu'on avait besoin un peu de temps de négocier. Bah oui. Donc à reporter. Mais rien qu'à travailler sur la prospective, de savoir combien j'ai une baisse de chiffre d'affaires, ça prend du temps. Voilà. Donc honnêtement, entre septembre et janvier, février, il y a encore des accords qui se signent évidemment tous les jours. Donc c'est un vrai dispositif qui a du sens pour faire face à cette réduction d'activité. Moi, j'ai l'impression en plus qu'on y va quand même plus facilement quand on sait que là, à la sortie, on voit bien que ça ne va pas être... Ça permet de faire le joint, quoi. Voilà, ça permet joint, et vous êtes là. Alors, il y en a qui le signent pour 2 ans, il y en a qui le signent pour 6 mois, il y en a qui le signent pour 1 an. Vraiment, c'est au plus près. C'est cette flexibilité-là. Et le fait qu'on puisse commencer à 0% même pour des activités qui sont presque à l'arrêt, mais qu'on va finir dans 1 an parce qu'on va se projeter en se disant allez, dans 1 an je serai presque, c'est une grande flexibilité. Sophie Brézin, avant de nous quitter, c'est important parce qu'on parle de ce dispositif plébiscité. Pour le salarié, on l'a compris, modulation de son temps de travail avec des horaires modulés, lissé sur un planning. Est-ce qu'il perd de l'argent? Est-ce qu'au final, en fin de mois, entre ce que vous allez chercher derrière, est-ce qu'il a pris devant? Est-ce qu'il a moins?
Il a un peu moins. Un peu moins, on est d'accord. Voilà, il y a un peu moins. Comme en activité partielle, il avait un peu moins. Quand vous aviez le confinement, où vous aviez les salaires, vous touchiez 70% de l'indemnisation, c'était bien, vous êtes à 84%. Donc sur ces 40% maximum, vous allez à un petit peu une petite réduction. Mais globalement, vous avez maintenu votre emploi, vous avez quand même une garantie de maintien de l'emploi, un espoir de revenir à une situation normale. Et on ne perd pas son travail. Et on ne perd pas son travail. Et même en termes de marque employeur et de regard sur l'entreprise, on se dit, voilà, c'est pas une entreprise. Et ça a un sens économique, c'est pas qu'éthique. C'est pas fait juste pour... Parce que ça n'a pas de sens de licencier. Je l'ai précisé. Hein. Non, mais ça n'a pas de sens de licencier les personnes. Pour les faire revenir. Dans un an. Ce mouvement-là n'a pas de sens. Merci Sophie Brézin d'être venue sur le plateau. Ne bougez pas, je vous salue, avocat associé responsable de la pratique en droit social dans le cabinet Herbert. C'était un plaisir de vous accueillir. Avec grand plaisir. Et d'y voir clair sur cet APLD qui fonctionne, puisque vous les avez accompagnés, ces APLD, et ils marchent et ils fonctionnent. On peut encore les souscrire, on peut encore, bien sûr, évidemment, jusqu'en juin 22. Juin 22, donc vous avez encore un petit peu de temps. Merci pour cet éclairage sur l'APLD. On en reparlera évidemment parce qu'on va suivre ce dossier. Tout de suite, c'est la pause café. Tiens, on fait une petite pause café. Je ne sais pas comment ça marche chez les avocats, mais c'est vrai que quand on cherche un travail, on a parfois tendance à un petit peu enjoliver, parfois mentir un peu sur son CV, puis on se dit, tiens, le recruteur vérifiera pas. Attention, danger. Eva Ben Saadi nous explique tout. La pause café avec Eva Ben Saadi. Comment allez-vous ? Très bien, et vous, Arnaud ? J'ose pas vous poser la question, puisque le thème du jour, c'est de savoir si nous avons menti sur notre CV. Je suis persuadé que vous avez fait un CV. Moi, j'ai enjolivé. Voilà. On enjolive sur la langue, on enjolive sur le niveau de langue. Il y a une différence entre mentir et un peu enjoliver les choses. Vous me parlez aujourd'hui de ce risque, parce qu'il y a un risque quand même à mentir. Tout à fait. Qui n'a jamais été tenté, vous le disiez, d'enjoliver un tout petit peu la réalité de son parcours professionnel, changer quelques dates ou encore s'attribuer quelques résultats ou objectifs atteints par d'autres. Les chiffres, eux, montrent que la pratique est en fait assez courante en France. 65% des CV, Arnaud, travestissent la réalité, selon une étude du cabinet de recrutement Florian Mentionne Institut. Et plus largement, près de la moitié des recruteurs français estiment que les candidats gonflent leur CV. Des chiffres impressionnants qui s'expliquent en partie par le fait que nombre de recruteurs reconnaissent ne pas vérifier le parcours déclaré par les candidats. Alors nous, on fait partie des 35%, hein, évidemment. Évidemment. On soit bien clair. Évidemment. Qu'est-ce qu'on risque quand on triche ? Rien juridiquement ? Alors, d'abord, mentir sur son CV est bien évidemment un critère d'élimination des candidats. Un recruteur sur deux déclare avoir recalé un candidat après avoir découvert des anomalies dans son CV. Donc là, on passe pas. Deuxième risque, si le candidat n'est pas démasqué et qu'il est recruté, il peut se retrouver plutôt démuni au moment d'exercer ses fonctions, bien sûr. Les impostures les plus difficiles à appréhender lors de l'entretien d'embauche révèlent souvent des compétences de savoir-être ou les soft skills. Arnaud, un exemple, un candidat qui assure être extrêmement organisé en entretien, on ne peut pas le vérifier, et qui s'avère en fait être très brouillon dans sa manière de travailler, ou encore un manager qui ne sait finalement pas gérer une équipe, prendre la parole en public. On pourrait multiplier ces exemples qui placent le candidat dans une situation, on va dire, un peu inconfortable. Et puis il y a un troisième risque, Eva, pas des moindres. Il y a un troisième risque, Arnaud, qui révèle, lui, d'un manquement à la déontologie. Et oui, c'est plus sérieux là. Et là, c'est un peu plus sérieux. Même si un contrat de travail ne mentionne aucune clause aux notions de sincérité, de confiance ou d'honnêteté, la loyauté et la bonne foi constituent des fondements du droit civil français. Le Code du travail nous dit ceci, Arnaud, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Dans ce cas, le candidat retenu risque d'être confronté à la loi. Le menteur s'expose alors à une procédure de licenciement pour faute grave, à l'issue toutefois incertaine. Cela dépend bien sûr de la gravité des faits. Alors, il faut quand même préciser que tous les mensonges ne se valent pas. Vous parlez de déontologie, c'est vrai que c'est grave pour un médecin, par exemple, qui mentirait sur un diplôme ou une compétence. Tous les mensonges ne sont pas de la même valeur. Je parlais des langues, on ne prend pas de risque. Lu, parlé, écrit, voilà, c'est pas la même chose que de dire un gros mensonge. Tout à fait, Arnaud. Il y a mensonge et mensonge, bah oui, bien sûr. Comme dans la vie, quoi. Comme dans la vie, exactement. On estime que 70% à 90% des candidats trouvent normal d'arranger leur CV. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un mensonge, mais plutôt d'une légère distorsion des faits, une manière d'améliorer ses chances en tordant, entre guillemets, quelques éléments du CV, comme allonger d'1 ou 2 mois un précédent contrat ou mettre une adresse à proximité de l'employeur pour montrer que l'accès au lieu de travail sera facilité. On peut parler ici de petits arrangements avec la réalité, mais pas de gros mensonges. Je vois que vous avez les yeux qui frisent, là, Eva. Non. Vous êtes concernée par cette partie, le petit, tout petit mensonge. Il y a le gros mensonge. Et il y a aussi le gros qui est très grave, là, en l'occurrence. En effet, là, qui est beaucoup plus grave. Dans cette catégorie, on trouve les tromperies portant sur le diplôme, un titre, un permis ou une qualification. Il s'agit d'erreurs assez répandues, puisqu'elles concernent quand même un candidat sur 4.
2024. Et attention, elles sont risquées, Arnaud. Les grandes écoles ont souvent des annuaires d'anciens élèves et le candidat peut en effet être rapidement démasqué. Quant à l'usurpation de diplômes professionnels, vous le disiez, là c'est quand même plus grave. Si on se fait passer pour un infirmier ou un médecin, par exemple, l'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée expose à des sanctions pénales. Il s'agit de cas très marginaux, mais qui existent. Un exemple dont vous vous rappelez peut-être, Arnaud, en 2017, un homme âgé de 68 ans a été condamné à 4 ans de prison, dont 3 fermes pour escroquerie. Il s'est fait passer pendant près de 3 ans pour un avocat, alors qu'il n'avait aucun diplôme. Il avait plaidé dans des affaires devant des tribunaux du Rhône et en Isère. Il a finalement été démasqué par les magistrats, intrigués par les trop nombreuses médailles qu'il portait. En plus, il portait un peu trop de médailles. Ceci étant, ses clients ne sont pas pleins de lui. Je ne sais pas si vous avez lu cette affaire, mais les clients trouvaient qu'il n'était pas si mauvais que ça, mais qu'il plaidait d'une manière un peu originale. Voilà, quand on a fait un peu de droit, on peut s'en sortir. Mais en l'occurrence, il n'avait pas le diplôme final. Ou encore cette femme, j'ai un autre exemple pour vous, Arnaud, qui s'était prétendue psychologue, alors qu'elle n'avait pas de diplôme non plus, condamnée à 2 ans de prison ferme par le tribunal de Brive. Fin 2012, elle avait réussi à tromper la Fondation Chirac, qui l'avait recrutée. La supercherie avait été découverte 2 semaines après ses débuts, grâce à son extrait de casier judiciaire. Ça, c'est les cas les plus graves. Voilà, c'est les cas les plus graves. Là, c'est pénal. Là, c'est pénal, exactement. Donc, pour conclure, le salarié s'expose à des sanctions, surtout s'il s'attribue dans ces cas-là des compétences ou un diplôme qu'il n'a pas. Petite subtilité, il pourra toutefois invoquer que s'il a triché, il appartenait à l'employeur, Arnaud, conformément à la loi du 3 décembre 92, de vérifier les informations présentes sur les CV avant toute embauche. Mais même si cette vérification appartient à l'employeur, je vous conseille quand même, pour éviter les ennuis, d'éviter de mentir. C'est un bon conseil, Eva. Et puis précisons qu'ici, dans le fenêtre sur l'emploi, on avait reçu une entreprise avec des logiciels d'algorithme qui, en fait, avec autorisation du candidat, viennent vérifier toute votre vie. Ça permet à l'employeur directement de vérifier. Donc il y a une fiche très précise. Attention, maintenant la machine Big Brother est là. Merci Eva. Vous serez là demain, si je ne m'abuse. Tout à fait. Pour une nouvelle pause café. Nous, on fait une petite pause, tiens. Puis on va remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Alors on l'a entendu tout à l'heure avec l'anthropologue. Peut-être qu'il faut d'abord remettre l'organisation dans le cœur des humains. C'est un vrai débat philosophique. On parle beaucoup de l'humain et en même temps, les tensions se créent dans l'entreprise. Oui, les entreprises se transforment. Qu'est-ce que l'on fait? Comment on remet de l'humain dans l'entreprise? On en parle avec nos invités. Ce sont des spécialistes en communication et en transformation des entreprises. C'est le cercle RH. C'est dans quelques instants après cette pause. Le cercle RH, notre débat aujourd'hui avec mes invités, on parle de l'humain. Alors, commençons par le début. On avait un anthropologue il y a quelques minutes sur notre plateau qui disait mais c'est pas l'humain qu'il faut remettre dans l'entreprise, c'est de l'organisation dans le cœur des humains, parce qu'ils n'ont pas bien compris comment tout ça bougeait. On va en parler. L'humain, c'est un mot un peu valise. Il faut remettre toujours de l'humain au cœur de l'entreprise. Il faut être résilient et on est souvent sur une ligne de crête pour faire un peu d'humour. Qu'est-ce que c'est concrètement que de remettre l'humain au cœur? On en parle avec nos invités. Ce sont des acteurs de l'entreprise. On ne va pas faire que de la philosophie dans ce débat. 3 acteurs sont avec moi. Batou Lassoun, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Un caillou dans la chaussure, l'humain au cœur de l'entreprise. Alors excusez-moi, je commençais par un lancement terrible, mais bon voilà. Et vous êtes directrice générale d'Ogilvy Consulting, qui est un cabinet de conseil en stratégie, et qui est un énorme réseau évidemment créatif mondial. Et vous êtes intéressé avec Nathalie Rastoin, qui a été la patronne, de la place de l'humain, de la tech, de tout ce qui nous pollue un peu le cerveau. Et vous revenez à des choses finalement de bon sens, assez intéressantes. On va en parler avec vous dans quelques instants. Arnaud Collery est avec moi. Vous êtes déjà venu sur ce plateau pour nous parler de ce sujet. Vous êtes CHO. Fort intéressant d'ailleurs, avec une modération, mais incroyable. Ouais, une très très grande modération. Effectivement, je vous remercie. Vous l'aviez d'ailleurs mis sur LinkedIn. Chief Happiness Officer, ça c'est un mot qui est souvent critiqué. Il faut un Chief Happiness Officer. On va en parler avec vous. Vous êtes coach, conférencier, vous avez plusieurs casquettes. Vous vous intéressez au cinéma. Vous en avez fait, me semble-t-il. Oui, je tournais la page il y a 8 ans, mais ouais. Voilà, et une grande partie de votre vie s'est passée aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, vous êtes CEO d'humanava.com. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Ce livre, vous aviez les cheveux beaucoup plus longs à l'époque sur la couverture. Arnaud Collery, Mr Happiness. Ce livre est un bijou qui vous aidera à trouver le bonheur. Et c'était sorti chez Larousse. Et puis avec nous, alors vous n'êtes pas dépaysé, Arnaud, parce que
Sur ce plateau, Aurélien Herkel est avec nous. Bonjour. Bonjour Aurélien, vous êtes déjà fréquenté sur ce plateau. Oui. Il y a eu un petit peu d'électricité parce que je n'étais pas tout à fait d'accord sur... Moi, j'étais content de le revoir. Je voulais même te faire la bise, mais comme c'est le Covid. On ne peut pas, et vous l'avez fait avec le masque. Voilà. Fondateur et président du label Human. C'est ça. H-U-Man. Merci d'être avec nous. On parlera de... Alors vous étiez assez poil à gratter, je me souviens la fois dernière. Commençons par le début. Recommençons par le début. L'humain au cœur de l'entreprise, c'est un vœu pieux ou c'est une réalité ? En réalité, en théorie, tout le monde est d'accord. On défonce une porte ouverte. C'est ça. Mais je pense qu'il y a un gap entre la théorie et la pratique. Et la réalité, c'est comment on fait en pratique pour que ça marche. Aujourd'hui, il y avait une enquête d'OpinionWay qui montrait qu'il y avait 72% des Français qui disaient que le travail contribuait à leur bonheur. Mais on a un employé sur 2 aujourd'hui avec la crise, je pense que ça s'est empiré, qui veut quitter son employeur. Donc il n'est pas heureux. Donc comment on fait ? Et le livre aborde justement pas mal de choses sur comment comprendre l'humain, parce que c'est la première étape, et ensuite comment on fait concrètement pour le remettre au centre de l'entreprise, à la fois pour l'embarquer, mais aussi parce que c'est comme ça qu'on crée des étincelles et de la magie. Le cocktail Morozov, on en parlera tout à l'heure, c'est pas le cocktail Molotov dans les rues de Paris, mais c'est le Morozov. Ça, on fera un point, c'est sur la tech. L'humain, il y a peut-être un point qui vous relie, c'est que quand on ne met pas d'humain dans une boîte et du lien et de la vie, ça ne marche pas. Arnaud et Aurélien ensuite. Ça ne marche pas du tout. Et je pense qu'on est dans un monde où il faut accueillir les émotions. C'est ce que nous a présenté, ce que nous a montré cette crise. Et qu'on le fasse avec des modalités, qu'on le fasse avec des émotions, comme j'aime le faire, qu'on le fasse avec du rationnel, tant mieux. Quelle que soit la façon, du moment qu'il y a quelqu'un, quelque chose, et surtout une compréhension du dirigeant ou de la dirigeante, là-dessus, on est bon. Attendez, vous soulevez un point important, à condition qu'il y ait la compréhension du dirigeant et du manager. Parce que je refuse maintenant l'émission. J'ai la chance, comme je fais ça depuis 7 ans, ça fait 20 ans que je fais ce métier, mais 7 ans à temps plein, j'ai la chance de pouvoir refuser l'émission dont les présidents, présidentes ne sont pas en phase avec vous. Et il y en a encore, effectivement. On est d'accord. Il y en a effectivement qui veulent encore m'engager des mois, juste pour effectivement le tampon. Mais sauf qu'ils ne croient pas du tout à ce que vous faites. Vous êtes un amuseur, on vous dit mettez un chief happiness, ça va être super. C'est ça. Mais ils n'y croient pas. Et en fait, quand je viens et quand je commence à leur parler, ça va être aussi de la profondeur. Et en fait, c'est là où ils ont peur. C'est pas le. Moi, je suis entré dans ce métier dès le départ, en 2017, quand j'ai écrit le bouquin. Je parle que c'est l'humanité au travail. Mais pourquoi j'ai utilisé ce mot Chief Happiness Officer ? Parce que c'est léger. Et ça me permettait de rentrer finalement un peu partout, utiliser l'humour. Etc. Cool, c'est ça. Mais une fois dedans, je dis non, c'est profond, c'est vrai, c'est sérieux. Et en fait, il me fait venir, ça va être léger, ça va être sympa. On va bien se marrer, quoi. Ça va être juste les croissants. Ah non, on va parler profondeur, on va parler surtout raison d'être, surtout purpose. Et on est dans un monde où c'est la guerre des talents. On le sait, pratiquement tous les moins de 32 ans, hommes ou femmes, quel que soit le pays, veulent être écoutés, veulent de la raison d'être et partent du boulot, sinon pas ça. Aurélien, vous construisez des ponts pour qu'on comprenne bien ce que vous dites. Vous avez une expérience aussi en amont, dans le milieu bancaire, vous l'évoquiez, et vous dites qu'il faut construire des ponts entre le management et les salariés. Donc c'est quoi le pont ? C'est par exemple Arnaud, il peut être considéré comme un pont, un chief happiness, ou vous trouvez que c'est gadget ? Allez, allons-y directement. J'adore. Il faut aller directement. Mais je ne pense pas que c'est en peignant une 2 chevaux en rouge qu'on en fait une Ferrari. Donc ce n'est pas en menant des choses, pour moi, qui sont cosmétiques. Vous recommencez en fait. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on voit l'état des lieux, madame, excusez-moi, on dit plus mademoiselle, par rapport déjà à votre statistique. Pour moi, c'est totalement erroné. Les gens posent le bonheur au travail. Pour moi, le bonheur au travail teint l'air. Déjà, psychologiquement, le bonheur est intrinsèque à la personne. Ce que je dis dans le livre, c'est que ce n'est pas à l'entreprise de rendre ses salariés heureux ou malheureux. Donc déjà, les enquêtes, lorsqu'on parle de bonheur au travail, déjà, pour moi, je mets déjà ça de côté. En même temps, pour en revenir à ce que vous disiez... On a le droit d'être heureux au travail quand même, Aurélien. Épanoui, c'est autre chose. Ouais, heureux, ça vous semble être un niveau supérieur. C'est un niveau supérieur, D'accord. Épanoui. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle, et je vais finir là-dessus, c'est qu'en utilisant tous ces termes et ces méthodologies, on en vient à une société d'infantilisation. Et je pense que créer du lien entre le management et les salariés, il y a une responsabilité du salarié aussi à se mettre au service de l'institution. C'est 50-50. On est bien d'accord. On est d'accord. On n'est pas un enfant, c'est 50-50. Voilà. Juste, vous vouliez intervenir, Batoul, parce que je sens qu'Arnaud va réagir. Vous y croyez parce que vous avez une vue panoramique par vos activités chez Ogilvy, ce Chief Happiness Officer. Au-delà de ce mot anglais qui a été brocardé, est-ce que l'idée qui est du bon sens, on avait un anthropologue qui dit mais revenons-en à un bon sens paysan, quoi. Créons du lien. Enfin, ça paraît évident de créer du lien, non ?
Oui, alors justement, je ne sais pas si c'est le rôle de l'entreprise de rendre heureux et de donner du bonheur aux salariés. C'est de la RSE. Hein. Mais la responsabilité de l'entreprise, par contre, elle est de donner une vision, donc on parlait de raison d'être, et une utilité. Et ça, la différence elle est très intéressante. Il faut un niveau collectif et donner cette vision pour le collectif, mais il faut que chaque individu, personnellement, il trouve son utilité personnelle. Que ça soit pour faire de l'humanitaire ou pour vendre des bouteilles des boissons gazeuses, par exemple. Exact. Et c'est ce double niveau qu'il faut réussir à travailler. Et l'anthropologie nous aide à faire ça. Puisque il était sur le plateau tout à l'heure. Ce qui est super intéressant, c'est que l'anthropologie, elle a formalisé ce qui fait qu'on fait communauté. Et ça, on peut le travailler au niveau de l'entreprise en travaillant sur les mythes communs, les rituels, les symboles. Et ça peut contribuer à rendre heureux les... Attendez, le solutionnisme diffusé par les géants de la tech et la Silicon Valley est devenu quasiment une religion, reposant sur 4 dogmes comme autant de mirages qu'il convient de déconstruire. Page 88 de votre livre. C'est très intéressant parce que c'est vrai que sur ce plateau aussi, il faut le dire, on vient nous vendre de la tech qui va régler tous les problèmes. Vous êtes un humain, vous avez la patte de l'humain, vous êtes vivant. Oui. Comment vous la regardez cette tech ? Vous leur dites, attendez, lève le pied, attention, ça ne va pas tout régler. Non, ça me passionne. Enfin, là, on monte une start-up, donc on en parlera plus tard. Humanava. On est en bêta-test depuis hier. On a signé notre premier client hier, la Cité du Vin à Bordeaux. Dont vous aviez parlé la fois dernière, d'ailleurs. Dont j'avais parlé. Ils m'accompagnaient en tant que coach. Et là, ils prennent le pas dans cette entreprise qui sera que de l'humain. On va mettre des gens comme madame en avant. Enfin, je ne sais pas si je vais vous mettre en avant, mais... Ça commence déjà à recruter sur le plateau. Par exemple, des gens comme Samira Djouadi, qui est, je ne sais pas si vous la connaissez, la patronne de la diversité à Paris. Des gens comme Jean-Philippe Ackermann, qui était un des grands hommes d'affaires de Monaco, qui s'est repris, qui est peut-être la meilleure personne en France de parler d'optimisme, de courage, de confiance en soi. On va prendre des gens comme Philippe Boulanger, qui est l'actuel président des conférenciers de France, et des gens qui sont humains, fiers de leurs émotions, qui vont au terrain, qui vont au taquet, en respectant soi, en respectant l'autre. Juste un truc, Drink and Struggle. Il boue, Aurélien. Oui, je sais. C'est quoi, vous avez un petit nounours dans la pochette, c'est quoi ? C'est assez rare les invités qui viennent avec un nounours. Un petit nounours pour lui, parce que c'est ce qu'il pense qu'on est. Voilà. J'étais sur les... Voilà. Je vous le donne, c'est un petit nounours. Alors, il y a marqué Paris, je précise quand même pour ceux qui nous regardent, il y a marqué Paris. Et c'est un cadeau d'Arnaud pour essayer un petit peu de vous adoucir. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut qu'acter sur des choses qu'on a vécues. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai un collègue qui est mort à mes côtés, j'ai été harcelé 2 fois dans ma carrière. Je sais de quoi je parle. C'est pas quelqu'un qui va venir dans mon entreprise. C'est pas contradictoire avec un chief happiness. Non, c'est pas enfin un peu le terme. Ce que je veux dire par là, c'est que demander aux gens actuellement que vient faire un chief happiness officer en période de Covid où les gens sont en train d'exploser à la maison. Ça c'est sûr. Compliqué. Bon, c'est très compliqué. Je vais vous le dire. Votre action, et après je donne la parole à Batou Lassoun. Parce que il faut que je le dise, et c'est quand même marrant, parce que juste en petite parenthèse, comme c'est le seul pays au monde où il faut que je défende le bonheur. J'ai travaillé dans 30 pays, je suis le seul pays où je suis un bon comédien, vous avez fait du cinéma. J'ai fait du cinéma. Oui. Non, moi je suis sérieux par contre. J'ai arrêté le cinéma parce que effectivement je faisais du stand-up comedy. Continuer le cinéma. J'ai transformé ça en stand-up for passion. J'ai aidé quelques 1000 personnes sur Terre à parler de leur raison d'être. Vous me parlez du burn-out. C'est pourquoi j'accompagne en ce moment 10 dirigeants qui ont fait tous des burn-out, qui arrêtent leur métier, qui ont tous à peu près de 45 ans, moitié homme, moitié femme, pour se transformer en tant que coach. Pas tous CHO, je m'en fous qu'ils deviennent CHO à la base. Mais s'ils se respectent soi, encore une fois, c'est la conscience de soi, la conscience de l'autre. C'est Davos qui dit que ça va être la chose la plus importante à l'avenir, la conscience de soi. Alors Davos, ça vous parle, j'imagine. Ça rentre dans votre case, les petites grilles, etc. C'est exactement ce qu'ils veulent. Donc regardez ce que font les Drink and Struggle, les autres grands cabinets, les autres comités d'entreprise qui... Moi je ne regarde pas ce que font les autres, je vois comment on peut agir sur l'actuel. Ce que je veux vous dire par là... je ne pense pas que vous avez coaché autant de personnes que j'ai coachées partout. Et Mathieu, je pourrais l'entendre. Très bien. Moi je parle aussi aux salariés, aux gens qui souffrent. La méthodologie, à part parler bonheur, philosophie, soyez bien dans votre peau, oui, mais les salariés qui souffrent actuellement, que fait-on pour eux ? Quelle est la méthodologie active et non philosophique pour les gens qui souffrent? Batou, le juge de paix peut-être, j'en sais rien. Il n'est pas question de pencher pour l'un ou pour l'autre. Je pense que la vérité doit être au milieu, comme on dit souvent. Mais comment vous regardez, vous qui êtes dans ce cabinet, avec des entreprises, pour être très concret, qui vous disent, nous on est en pleine transformation, et vous dites à chaque fois, les transformations, elles ne marchent pas parce qu'on n'engage pas. On pense, vous citez une chef d'entreprise à la fin qui est assez incroyable, une américaine, qui pense qu'en faisant des tests, ça fait penser au Covid d'ailleurs, des tests sanguins, elle a trouvé une machine qui fonctionne, il n'y a plus d'humain, elle fait du cash.
et en fait, elles se ramassent un peu lamentablement. Et ça, c'est un exemple que vous donnez qui est un contre-exemple. Comment on fait pour engager? Parce que souvent, les transformations, c'est comme en politique. On vous dit, attendez, on va réformer. Et pour les Français, pour les lecteurs, en général, la réforme, c'est jamais très bon signe. Quand on dit dans une entreprise, on transforme, on se dit, oh là 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 là. Comment on fait pour engager, pour accompagner, pour régler des différends psychologiques, parce que parfois il y a des grosses difficultés de salariés qui sont atteints. Comment on fait? C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 3 niveaux à travailler. Il y a un niveau collectif, un niveau individuel, mais il y a aussi un niveau que j'appelle relationnel. Donc on en arrive à Arnaud en fait là. En fait, le collectif, c'est donner cette vision, parce que personne ne se lève pour des chiffres. Personne ne va se lever pour faire 15% de croissance. Ah génial, super, ouais, bien sûr. J'y crois pas. Par contre, on se lève pour une histoire. Pas des histoires, il ne faut pas raconter de salade, mais une vraie histoire, une vision, et on sait pourquoi on fait. Vous évoquez la philanthropie, vous êtes des actions aussi de marque employeur. Aussi, mais qu'il faut remettre au cœur de l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut donner une utilité personnelle. Et la crise a très bien fait ça. On a redonné de l'utilité à des gens qui avaient des métiers qu'on ne considérait pas. Que ce soit les éboueurs, que ce soit les caissières, que ce soit les infirmiers, les infirmières. Et ça, c'est super. Quand on redonne de l'utilité individuelle, même si on ne travaille pas dans l'humanitaire, on va y croire. Je me permets de faire une parenthèse. Du sens à sa vie. Ça passe par l'argent aussi, c'est-à-dire que motiver aussi des salariés en les payant. Pas que. Il y a aussi l'histoire de l'entreprise. Complètement. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid. Il y a une étude qui a montré que le salaire, en fait, une augmentation, au bout de 3 semaines, l'effet disparaissait. Terminé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, il ne faut pas mal me comprendre. Ouais, mais par contre, il ne faut pas faire que ça. Et il faut travailler effectivement plus largement. Et le problème peut-être entre vous deux, je ne sais pas, je ne vous connais pas assez, mais c'est peut-être une question de vocabulaire. Je crois. Happiness, j'ai l'impression. Ça peut faire paillettes, etc. Mais dans la réalité, on peut travailler sur le fond. Et monsieur qui rêvait d'être footballeur, je crois, peut-être aurait dû rester aussi dans le monde du sport. Parce que le monde du sport, c'est ça. J'ai fait beaucoup de sport aussi. Le monde du sport, c'est quoi? C'est l'individuel et le collectif, comme dit madame. L'individuel, donc c'est Tony Parker, si tu regardes le dernier Netflix, son reportage, il a commencé à gagner la Coupe du Monde pour les Français dans son domaine, quand il a commencé à s'intéresser au reste de l'équipe. Exact, lui-même. c'est exact. C'est le collectif, l'individuel. Mon talent ne suffira pas. Peut-être aurait dû rester dans Exactement. le sport. Et ça, c'est le relationnel. C'est ce qui fait le lien entre le collectif et l'individuel. Et on a fait une étude sur les nouveaux leviers de l'engagement collaborateur. Et quelque chose qui ressort de façon très forte, c'est le lien. Et le lien, il est double. C'est le lien d'abord. Si je me fais des amis en entreprise, 87% des personnes les plus engagées, les plus motivées en entreprise. C'est parce qu'elles ont du lien. Parce qu'ils ont des amis. Et attention, là aussi, vous parliez des jeunes. Je pense qu'il faut faire attention, c'est des liens intergénérationnels. Et j'insiste, aujourd'hui, dans l'entreprise, on a 5 générations qui convivent. C'est la première. D'ailleurs, si je peux me permettre, c'est le seul endroit où on peut parler à quelqu'un qui a 20 ans de plus que vous. Dans la rue, on ne le fait pas. Il faut je veux dire, c'est difficile. Aurélien, Arnaud, c'est pas du tout pour vous réconcilier. Je suis très heureux de vous accueillir. Vos points de vue sont divergents, mais pas tant que ça. Est-ce que pour la première fois de notre histoire, on n'a pas autant parlé d'entreprise, du bien-être en entreprise que depuis le début du Covid? C'est-à-dire des salariés qui vous disent, je parle des salariés, Aurélien, qui vous disent, moi, ma boîte me manque. J'ai lu des témoignages très forts de salariés qui disent, moi, je veux retourner dans ma boîte. C'est quand même intéressant, ça, quand même. C'est pour ça qu'il faudra, alors on peut être d'accord là-dessus, mais c'est pour ça qu'il faudra qu'à l'heure du post-Covid, il faudra réintégrer des mots comme fierté, responsabilité, respect, dignité et politesse. D'accord. Vous voyez, il y a quand même un espace commun à trouver. En même temps, il faut qu'on arrive à trouver une formule qui est européenne et non pas seulement, vous parliez de la tech, qui est la Silicon Valley, qui est l'antre de la bro-culture, comme on appelle ça. 1000 fois d'accord. Voilà, donc il faut revenir aussi à, si on veut avoir, pour moi, le nouveau facteur de compétitivité en Europe, sera le talent retention, ou comment est-ce qu'on va attirer des gens et comment les garder dans le temps. L'entre-soi va être terminé. On a une opportunité énorme en Europe, vu qu'on n'a pas encore l'intelligence artificielle et les capitaux sont plutôt en Chine, d'avoir un levier de compétitivité. Tu peux. Mais justement, il faudrait qu'il y ait plus, qu'on travaille plus sur le territoire, qu'on travaille plus sur le national, qu'on travaille plus sur l'Europe, sur comment on va inventer des nouvelles pratiques de management en termes de facteurs de compétitivité. Arnaud, vous avez donné les noms des personnes qui vont s'implémenter dans votre dispositif, là, humanava.com, premier client, très bien. Ça va consister en quoi? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la valeur ajoutée qu'ils apportent? Qui, moi, je vais recevoir leur message. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? C'est de l'acculturation au soft skill. Le fait que c'est possible, le fait de dire aux gens, tu peux avoir confiance, tu peux te respecter, tu peux être dans une entreprise qui va te respecter. Et je leur dis, je suis très transparent avec les entreprises qui m'ont employé dans le passé comme coach et qui vont maintenant, j'espère, nous signer des contrats sur Humanava. C'est effectivement certains des employés, quand ils vont voir les vidéos, certains se dire, c'est peut-être pas la bonne boîte, je suis peut-être pas culture fit, il faut peut-être que je parte ailleurs. Et c'est pas grave. Moi, ça m'a pris 2 ans à accepter de dire ça au patron, qu'ils allaient peut-être par une toute petite partie, mais celles qui vont rester après les coachings vont
vont être beaucoup plus forts, beaucoup plus soudés. Une fois qu'ils ont compris que la confiance en soi, le fait d'être à sa place, et c'est là où on est désaccord, on en parlait tout à l'heure un petit peu dans le Green Room, c'est le fait que moi je pense effectivement que la boîte doit aider les personnes à trouver leur place dans le monde. Ouais, c'est ça. Je trouve que là on est en désaccord. Si je peux me permettre, votre différence est là, et on l'évoquait hier dans un débat précédent, c'est-à-dire que... On n'a pas tous eu l'amour des parents, il y a une évolution sociologique. On n'a pas tous eu ça, moi j'ai pas eu ça dans la vie. Comment vous regardez cette situation? Je leur dis, depuis le Covid, l'entreprise n'a jamais été aussi présente dans les articles de presse, dans la façon dont les politiques en parlent, la façon dont on parle des salariés et la façon dont on parle de cette notion de bien-être. Est-ce qu'on est quand même pas en train de basculer avec tous les freins, et je vous donne la parole Aurélien, mais avec tous les freins que ça implique, la tech, les erreurs, les biais cognitifs, tout ce qu'on peut, mais il y a quand même une transformation. Ouais. En fait, pour résoudre les challenges et les enjeux auxquels on est confronté, il y a 76% des millennials, donc là je reparle des plus jeunes, mais qui sont convaincus qui vont faire plus confiance aux entreprises qu'à l'État pour trouver les solutions. C'est ce que j'ai vu, c'est incroyable. C'est pas juste les gros enjeux, c'est aussi les enjeux plus individuels, personnels, de bien-être. Et effectivement, quand on ne fit pas avec une culture d'entreprise, ça ne veut pas dire qu'il faut se remettre en cause. Non. Il faut clairement... C'est comme une femme, enfin, c'est comme une histoire d'amour, qu'on se dit, ça colle pas, quoi. Voilà, ça peut coller. Je suis pas de côté, je pars ailleurs. Par contre, pour engager les salariés... non, mais bon, enfin bon. Tu parlais des soft skills. Pour engager les salariés, un des critères les plus importants, c'est d'investir sur leurs soft skills. Et souvent, quand je parle aux patrons, ils me disent, ouais, mais imagine, je le forme et il part. Je dis, peut-être qu'il vaut mieux le former et qu'il parte, plutôt que de ne pas le former et les voir rester. Et qui s'enfonce finalement dans une sorte de sable mouvant et qui n'apporte plus rien à la boîte. Aurélien. Là où je suis d'accord, c'est que l'État, pour moi, doit se concentrer sur les divers domaines régaliens. Et comme l'entreprise doit se concentrer... Maintenant, où là je diffère sur certains discours sur les réseaux sociaux, notamment professionnels, c'est que j'entends beaucoup de gens dire il faut donner un sens. Non, c'est à l'individu de donner un sens à son travail. Oui, mais il cherche un sens quand il pousse la porte d'une boîte. Oui, mais il dit votre boîte n'a pas de sens. Qu'il se trouve soi-même. Qui se trouve. On est d'accord. Donc ça, c'est tout à fait exact. Et c'est pour ça que je vais dans les écoles de management faire des conférences aussi. C'est que vous n'allez pas arriver dans une entreprise, on va vous mettre des toboggans et des baby-foot. Vous allez arriver, vous allez travailler, et puis le manager n'a pas à être bienveillant. Le manager doit être juste. C'est son job. Et en même temps, il doit. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, déjà, c'est bien. On est dans une société d'infantilisation, on doit revenir à une société de responsabilisation. Et les nouvelles générations, nous, on en fait partie, mais pour les futurs, on doit leur apprendre à se responsabiliser. La plupart des gens, j'étais dans une business school à Bordeaux, où je vis actuellement, Thalys Business School. Ils forment des DRH depuis des années. Elle a rendu mon cours sur l'humain obligatoire contre peut-être d'autres personnes de la direction. Je comprends, très bien. Les jeunes DRH qui avaient 24-25 ans en moyenne ne comprenaient absolument pas mon discours. Elle a dit, on va le faire venir 4 heures. 50% dit, je vais complètement gérer je vais faire. Ils ne voyaient pas leur métier comme ça. Du tout. Évidemment. Ils voyaient que, ce qu'on a parlé l'autre fois, la ressource humaine. Ils ont dit, effectivement, il y a le côté richesse humaine. 50% des étudiants... Le R, ça peut être richesse humaine. Vont le faire complètement différent. Aurélien, non. Vous pouvez arrêter avec les mots richesse humaine. Bullshit, comme on dit ça. Oui, complètement. Là où Arnaud a peut-être raison d'aller dans les écoles, et c'est très bien. Ceci dit... Ça, c'est gentil. Non, mais il faut commencer quelque part. C'est dans les écoles que ça commence. On est en train de monter l'escalier, Aurélien, là. Là où je diffère, c'est que former les futurs DRH, très bien. Mais il y a une réalité pratique, c'est le rôle des DRH dans les entreprises. Quel est le rôle? Elles n'ont aucune marge de manœuvre actuellement. Elles sont cantonnées à des rôles administratifs. Elles ont évolué depuis le Covid, j'ai l'impression. Plus proche du directeur général. J'ai le sentiment. Non, ils ont beaucoup. Matoul. Moi, je travaille de plus en plus avec des DRH. J'ai le sentiment. De plus en plus avec des DRH parce que les patrons ont compris qu'il fallait remettre l'humain au cœur, la culture au cœur, et que travailler la culture, c'était Peter Drucker, gourou du management, qui disait « Culture eats strategy for breakfast ». Je peux avoir la meilleure stratégie du monde pour les Français qui va dans ce sens-là, mais si tous les êtres humains qui sont à l'intérieur de la boîte vont dans l'autre sens, ça marche pas. La meilleure stratégie, je peux être très intelligent, ça marchera pas. Moi, j'ai le sentiment qu'en recevant beaucoup de DRH dans cette émission, qui est spécialisée sur ce sujet, on a des DRH qui nous disent « ma place, elle a évolué, elle a changé, on m'écoute plus, parce que le directeur général, parce que le président, il est avec moi la main dans la main, parce que la crise Covid les a poussés à ça. » Ça, c'est très bien, mais je prends un contre-exemple. Danone, entreprise à mission. J'allais l'évoquer. Voilà, exactement. Donc, le discours est bien, c'est la pratique. Et la pratique, elle vient de la formation des DRH, elle vient de la formation des managers, responsabilisation des salariés, mais également des actionnaires et des investisseurs. J'allais ouvrir cette porte, il nous reste 30 secondes, mais c'est vrai qu'on peut avoir une entreprise extrêmement ouverte et bienveillante, engageante, puis on va avoir des actionnaires en voie Danone qui disent le compte n'est pas. Et ça, c'est compliqué, parce que même le meilleur coach et la meilleure agence de créatifs, quand le type vous dit il demande 15 et on n'a fait que 13,
bah là, c'est compliqué. Là, on arrive aux limites du système. Non, vous êtes d'accord avant. C'est parce qu'il ne faut pas un homme providentiel. Il faut penser des choses plus collectives en réalité, je pense. Et peut-être séparer la fonction du PDG, du patron et du DG, je pense que c'est une bonne chose. Et un capitalisme plus familial. Je terminerai juste pour dire qu'une entreprise, si on ne lui met pas d'essence, elle n'avance pas. La chose première qu'on doit faire... D'essence en 2 mots ou d'essence en un mot? D'essence en 2 mots. C'est intéressant, parce que c'est un jeu de mots réussi. Arnaud, conclusion. Conclusion, si vous voulez en savoir plus, allez sur notre plateforme, inscrivez-vous, elle sera complètement en ligne dans 15 jours. Humanava.com. Ou alors suivez-moi sur Clubhouse, j'anime des ateliers, des petits podcasts, je suis sûr que tu es dessus, sur tout ce qui est l'humain, sur tout ce qui est consciousness and technology. J'ai une room en français, une room en anglais. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir, c'était passionnant. Vous vous êtes presque retrouvés, parce que je pense que Batoul a eu raison d'expliquer. Un câlin. Un hug en coulisses. Et vous en aurez une troisième. Batoul Assoud, Nathalie Rastoin, livre passionnant, un caillou dans la chaussure, l'humain au cœur de l'entreprise, avec toutes les idées reçues, tout ce qu'on s'imagine être excellent et qui ne sont pas si terribles, avec des exemples concrets d'entreprises. Merci pour ce livre. Merci Arnaud Collery, humanava.com. Ça, c'est une plateforme qui est créée avec votre premier client. Allez-y et allez le voir sur tous les réseaux sociaux où il s'exprime. Mister Happiness et puis Aurélien Herkel, fondateur et président du label You-Man. Merci d'être venu nous éclairer et votre livre, voilà, promesse d'une croissance réussie, puisque je n'avais pas cité votre livre et voilà, qu'il n'y ait pas de jaloux dans cette émission. On termine par Fenêtre sur l'emploi. Le recrutement, c'est assez génial. Ça peut être comme une rencontre amoureuse, vous savez. On croise quelqu'un et on se dit ah bah tiens, ça match. Et ben vous allez voir. Notre invité, il a inventé ce système. C'est un jeune start-upper et ça va intéresser Arnaud Collery. C'est tout de suite ces Fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi avec mon invité. Alors je ne sais pas s'il va valider mon analyse sur le recrutement qui peut fonctionner comme une rencontre, comme un matching de rencontre. Bah oui, parce que les jeunes, les millennials savent de quoi je parle. Il a appelé son entreprise le Pokémon Go de l'emploi pour rencontrer sa carrière professionnelle. Montasser Jabran, merci d'être avec nous. Merci. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes un fondateur d'une jeune start-up en incubateur. Ça y est, la start-up vole de ses propres ailes, on est bien d'accord. Handy Catch, racontez-moi l'idée, parce que c'est quand même une initiative qui intéressait Arnaud Collery, c'est une initiative qui intéresse les jeunes. C'est quoi? C'est le matching, quoi. Alors, nous, en fait, on est parti du principe qu'il fallait dynamiser la rencontre. C'est-à-dire que le problème fondamental qu'on a voulu régler et qu'on a identifié, c'est que les gens avaient du mal à se faire repérer sur le marché de l'emploi. Et c'est comme ça que nous, avec Handy Catch, donc Handy comme pratique et Catch comme attraper, on s'est dit, on va dynamiser l'emploi. Et oui, on le décrit un peu comme le Pokémon Go du recrutement, parce que c'est une application qui a fait un boom chez les jeunes il y a quelques années. Et on reprend aussi pour ceux qui ne seraient pas familiers avec... On voit d'ailleurs la petite vidéo que vous avez créée. En fait, c'est deux personnes qui se croisent, elles ont leur téléphone. Et puis là, il se passe quoi? En fait, quand vous spécifiez vos critères, domaine de compétences, type de contrat et d'autres, votre téléphone il vibre et là vous avez une connexion à l'échelle humaine. Donc c'est très différent de ce qui peut se faire parce que c'est pas un CV qui se connecte avec une offre, parce que personne n'a jamais réussi à discuter avec une offre. Donc ça c'est très important. On en revient à l'humain, on parle avec un humain. C'est ça, on essaie d'avoir une approche qu'on appelle human-centric et qu'on essaie justement de centraliser toute l'expérience sur l'humain. Ensuite, on va avoir des indicateurs sur une plateforme web qui va être intéressante pour les recruteurs, mais nous, l'expérience pour le candidat, pour le recruteur, mais aussi une innovation qu'on a poussée aussi, c'est les coachs. On a mis un profil de coach dans l'application. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont très doués devant les outils informatiques, mais qui ont des difficultés pour se présenter, etc. Bien sûr, bien sûr. Et ça, vous avez un outil sur cette plateforme qui donne les conseils pratiques. Pourquoi? Pour bien parler, faire attention aux vestimentaires, les erreurs à ne pas commettre, j'imagine. Exactement. Et puis au-delà de ça, au-delà de ces petites fiches pratiques que vous avez très justement soumises, on a aussi des coachs justement qui vont être présents au même titre que des recruteurs, et ils vont pouvoir créer des événements physiques ou des événements virtuels. Alors, il y a quelques mois, quand je parlais d'événements virtuels, on me prenait un peu pour un illuminé. Pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est démocratisé.
Donc voilà. Je précise, c'est une jeune start-up, Handycatch, Handycatch, parce que vous l'avez dit avec l'accent anglais, qui était en incubateur, nous sommes d'accord, puis là vous volez de vos propres ailes. Vous avez besoin de lever de fonds, comment ça se passe? Racontez-moi votre aventure, parce que c'est aussi une aventure entrepreneuriale. Exactement. Alors aujourd'hui, on est incubé dans plusieurs endroits différents. On est incubé à Station F, qui se trouve être le plus grand incubateur du monde. Célèbre. Exactement. On a pu bénéficier d'un programme qui s'appelle le programme Fighter, qui est l'un des programmes les plus sélectifs de Station F, et les équipes de Xavier Niel nous ont fait confiance. Donc c'est très bien et nous sommes très reconnaissants de ça. Et ensuite, on a été lauréat en janvier de French Tech Tremplin. Donc on est aussi incubé à French Test, donc c'est un autre incubateur à Bobigny. Et aujourd'hui, on avance notamment avec les villes de Paris, mais aussi les villes de Marseille, où ça va très vite aussi en termes d'innovation. Je tiens à remercier tous ces acteurs-là qui essayent de nous faire avancer et qui n'essayent pas, qui nous font avancer. En réalité, aujourd'hui, voilà, nous, on est sur de l'expérimentation. Alors oui, bien sûr, il va nous falloir des fonds. Aujourd'hui, on a eu ce coup de pouce de la French Tech qui nous permet de nous développer. On a aussi des médias comme le vôtre que je tenais à remercier une nouvelle fois. C'est normal. Qui permettent de nous mettre en avant. Justement, je voulais vous proposer, parce que c'est important, innovation, c'est toujours compliqué, levée de fonds. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'ai vu que vous étiez en négociation, en discussion avec Randstad, avec la Caisse des dépôts. De quoi vous avez besoin aujourd'hui, au moment où on se parle? En fait, aujourd'hui, nous, on a besoin déjà de visibilité, et c'est pour ça qu'on vient. Avec Randstad, en fait, on est sur du parrainage. On a Randstad et L'Oréal en parrainage, donc qui nous accompagnent et qui nous font confiance et qui, je l'espère, donc prendront aussi part à l'expérimentation, parce que c'est aussi ça le but du jeu. Aujourd'hui, on a aussi les missions locales avec lesquelles on va pouvoir mettre en place le système de coaching. Pour être très concret pour ceux qui nous regardent, parce que ça peut donner aussi envie à des chefs d'entreprise, j'ai vu qu'Arnaud Collery était très intéressé au moment où je vous ai présenté. Vous vous êtes croisés. On s'inscrit, on ouvre la plateforme et ensuite on met son CV, on est bien d'accord. Ouais. Et par un système évidemment informatique, celui qui lui-même a la plateforme match, on est d'accord. On s'inscrit en moins de 2 minutes 30. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que la personne décroche. Donc, on s'inscrit en moins de 2 minutes 30. On peut mettre un CV, une vidéo ou du texte. On n'est pas limité. C'est-à-dire qu'il va falloir au moins mettre un des trois, parce qu'il faut se présenter. Normal. Et ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au savoir-être, etc., c'est très important aussi, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas les savoir-être et pourtant qui ont les savoir-faire. Donc, on est là pour les accompagner. Et ensuite, oui, c'est basé sur la rencontre, c'est basé sur de l'événementiel et c'est basé avant tout sur l'humain. Je tiens aussi à préciser que moi, je suis en situation de handicap, là ça se voit pas forcément. Mais je voulais le préciser, mais ça a été un combat plus difficile encore? Ça a été plus difficile de montrer qu'on pouvait être en situation de handicap et montrer qu'on pouvait faire quelque chose pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si des acteurs comme Randstad ou L'Oréal ou autres s'intéressent à nous, ils sont quand même premiers mondiaux du recrutement par intérim, donc c'est des acteurs majeurs de notre marché et on les remercie pour cette confiance-là. On a aussi des accélérateurs comme Créo qui nous a aussi fait confiance et qui nous a permis de mettre ce parrainage en place. En fait, le but pour tout entrepreneur qui voudrait se lancer, c'est de dynamiser son écosystème et d'avancer et puis après d'espérer se retrouver devant vous. Et vous nous donnez des conseils en plus, parce que c'est important aussi pour ceux qui veulent créer leur entreprise, toutes les étapes que vous avez franchies. Un mot, est-ce que... C'est là aussi un mot valise, mais est-ce que vous êtes fier du travail et du chemin que vous avez accompli? Vous êtes une personne à mobilité réduite, vous êtes venu en chaise roulante dans notre studio. Comment ça se vit, ça? Écoutez, moi, ça se vit normalement. Je pense que le handicap, en fait, il est surtout dans la tête des uns et des autres. Et dans le regard des autres aussi. Exactement. Ouais. Si nous, on le vit correctement, les autres le vivront correctement. Si nous, on le vit mal, les autres le vivront mal. Aujourd'hui, moi, j'étais l'une des premières personnes en fauteuil à rentrer à Station F. On m'a fait confiance. Je suis l'une des premières personnes à rentrer en fauteuil à French Tech. On m'a fait confiance. Et j'espère que ça en inspirera d'autres. C'est un combat de tous les instants. C'est possible, c'est ce que vous dites, c'est possible. C'est exactement ça. Voilà, vas-y, c'est possible. Et après, c'est un peu comme, le propre de votre chaîne. Justement, il faut être smart pour y arriver. Et audacieux. C'est ça. Et je pense que vous êtes audacieux, Montasser Jabran. Je vous souhaite bon vent, pour ne pas dire un autre mot. Fondateur, CEO de Handycatch. Si vous avez besoin d'en savoir plus, allez évidemment sur connectez-vous, allez sur la plateforme, prenez contact avec lui, on vous donnera toutes les coordonnées. Handycatch, ce
Pokémon Go de l'emploi. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Bonne chance pour la suite, je vous le dis avec beaucoup de sincérité. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Victoire, merci à Pauline, merci à toute l'équipe son, merci au réalisateur Romain Luc, merci à Héloïse Merlin pour le son, merci à toute l'équipe, merci à Tristan qui nous a accompagnés dans cette émission. C'était un plaisir de la partager avec vous. Restez fidèles à nos programmes évidemment. Je serai là demain en pleine forme. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.